Je suis chef d'un village, d'un mouvement politique, d'une majorité, mais je reste fondamentalement la même, avec les mêmes convictions, le même feu sacré. Mes premiers soutiens, vous allez me refaire pleurer. Mon premier soutien, c'est ma famille. Et donc, il fallait que je leur rende hommage. Si on ne s'alimente pas, on ne s'inspire pas et on n'est pas en contact direct avec la population, pour moi, on rate son rôle de bourgmestre. On tâche de changer des comportements et chacun à sa manière dans un mouvement collectif et c'est ça qui était génial. C'est Aristote le premier à l'avoir écrit. L'homme est un animal politique. Vous, moi, nous appartenons donc tous à cette étrange espèce. Pourtant, les politiques, ça reste souvent eux, les autres. Des drôles de bêtes qui, 23 siècles après le philosophe grec, restent insaisissables et souvent mal aimés. L'objet de ce podcast, c'est bien de remédier à cet échec de la zoologie politique contemporaine. Pendant les prochaines minutes, on vous offre donc un poste d'observation privilégié. Ouvrez grand les oreilles, soyez à l'affût. Voici donc une chance unique d'approcher et d'examiner au plus près une femme politique. Bienvenue dans notre podcast, l'animal politique. Bonjour Claire Van de Vivereux. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast produit par le mouvement Les Engagés. Vous êtes donc un animal politique. Dès vos études en sciences politiques, vous vous êtes passionné pour la chose publique. Ce qui vous intriguait tout particulièrement, c'est l'Europe. C'est donc pas une surprise d'apprendre que vous avez commencé votre carrière comme collaboratrice parlementaire aux affaires européennes. Mais au fil des expériences, vous vous êtes progressivement rapproché du niveau local, jusqu'à devenir échevine en 2006, et puis bourgmestre de Jette depuis quelques mois. Alors, soyez tranquille, vous êtes ici en sécurité, nous ne vous voulons pas de mal, nous ne voulons pas vous dompter, encore moins vous envoyer à l'abattoir. Tout ce que nous souhaitons, c'est vous observer de près, de très près, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres politiques, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui se cache derrière votre engagement. Mais avant de se lancer, et pour terminer votre présentation, voici un rapide questionnaire. 3 questions pour mieux vous cerner. Claire Van de Vivereux, vous êtes plutôt écologie ou économie ? Écologie. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important de préserver notre planète pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Ça fait partie de notre responsabilité à toutes et tous. Vous diriez que vous êtes plutôt roman ou bande dessinée ? Les deux. Bon, j'ai écrit 2 romans, donc j'aime beaucoup les romans, mais j'aime aussi les bandes dessinées. Parce que je pense que vous êtes mariée à un auteur de bande dessinée ? Absolument, du surnom de Alcante, qui fait beaucoup de BD, avec des chouettes BD, et notamment la dernière, La Bombe, que je recommande. Et donc j'ai lu que vous aimez les sensations fortes, le saut à l'élastique, la chute libre. Selon vous, la politique, ça pourrait être comparé à un sport extrême comme ceux-là, fournisseur d'adrénaline, ou c'est plutôt un sport de combat ? Je préfère le terme adrénaline que combat, même si parfois, effectivement, il y a des rapports de force qui jouent, il ne faut pas se le cacher. Et puis parfois, quand on va faire un discours devant une grande rassemblée, on a un petit coup d'adrénaline aussi. Il est temps maintenant d'entrer dans la première partie du podcast, celle où on va vous observer en tant qu'animal politique. Alors votre amour de la politique, il a commencé par la vision la plus macro, avec votre passion pour l'Europe. Mais vous incarnez aujourd'hui la fonction la plus ancrée, la plus proche du citoyen, celle de bourgmestre. Alors vous le dites dans une vidéo que vous avez tournée, vous êtes passé de 500 millions de citoyens à 50 000. Est-ce que vous diriez que ce sont les 2 extrêmes de ce que peut être la politique ? En fait, est-ce que c'est très différent comme expérience ? C'est effectivement très différent. Au niveau européen, on est plus dans la géopolitique, dans l'élaboration de grandes directives, dans un grand parlement. C'est très enrichissant. Je dis toujours que pour la première fois, l'Europe a réussi à s'unir dans la paix, dans la collaboration et pas avec les armes. Donc au niveau objectif, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Mais en fait, au détour d'une élection où j'étais candidate d'une élection européenne, j'ai rencontré l'équipe locale à Jette. Et puis je suis tombée dans le chaudron, dans la marmite, et je n'en suis jamais sortie parce que là, au niveau local, ce sont des projets concrets et puis il y a tout ce qui est aspect humain et les relations qu'on peut entretenir au quotidien. Parce que pour le citoyen, en tout cas, il y a un monde de différence entre les deux. Entre une Europe qui est lointaine, abstraite, discrète même, et la commune où ils ont l'opportunité de vous croiser à la boulangerie ou à la fête du quartier, pour vous dire tout ce qu'ils pensent de l'état de leur trottoir, par exemple.
ce fossé entre les deux, il est inévitable. Est-ce que l'Europe, elle est condamnée à rester cette entité floue et un peu le bouc émissaire de la politique ? C'est vrai que les États ont tendance à dire quand ça va bien, c'est grâce au gouvernement national, et quand quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. C'est un petit peu quelque chose que l'on retrouve même à travers des pays qui sont plutôt pro-européens. Mais il faut quand même aussi se rendre compte qu'on est en attente et d'énormément de choses par rapport à l'Europe, avec des dynamiques où on est ensemble plus fort que si on était séparés. Et donc il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'Europe, elle est un pôle de stabilité où on essaie de se développer économiquement. Il y a des faiblesses, mais c'est aussi une force, une tellement belle force que tous les pays européens souhaitent quasiment rejoindre l'Union européenne. Et qu'est-ce qui vous attirait, vous, dans l'Europe, quand vous faisiez vos études et que vous avez commencé votre carrière ? Alors c'est à la fois l'idée de ce projet, de se mettre ensemble et de collaborer autour d'un projet commun qui est politique, qui est aussi économique. Je trouvais ça passionnant, cette volonté, l'histoire, comment on a été amené après les guerres à se retrouver autour de la table avec tous ces gouvernements européens assis et puis maintenant quasiment toute l'Europe. Je trouvais ça vraiment passionnant. Et puis j'ai fait des programmes Erasmus, j'ai étudié dans d'autres pays, et c'est l'enrichissement culturel aussi qu'on peut avoir au contact de nos pays voisins. Et dans la politique en général, c'est quoi qui vous attire ? C'est la gloire, l'argent, le pouvoir ? Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai fait sciences politiques. C'était vraiment vouloir travailler pour le bien commun. C'est pour ça que je me retrouve bien dans les engagés, parce qu'on n'oppose pas les gens, on réfléchit vraiment au bien commun, à l'intérêt général. Et donc, si on veut travailler au bien commun, oui, c'est du côté de la politique qu'il faut aller. Et vous vous êtes toujours senti à votre place en politique ? Jamais eu envie de tourner la page, de passer à autre chose ? Alors moi, je vais vous faire un aveu. J'ai été collaboratrice dans les affaires européennes au niveau politique, mais finalement, je me disais, le rôle de mandataire, il est quand même très exigeant, et j'avais envie d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée. Mais c'est vraiment au détour de cette élection européenne que j'ai rencontré la section locale, et un an après, il y avait les élections communales. Et donc là, comme je vous l'ai dit, j'étais versée très vite dans la réalité locale, et je trouvais ça vraiment passionnant. Parce que la politique, ça doit quand même être générateur de pas mal de stress. Vous subissez aussi pas mal d'agressivité sur les réseaux sociaux, par exemple, des citoyens. C'est à quelle échelle, quoi ? Est-ce qu'on dort paisiblement quand on est mandataire ? Je sais que vous pratiquez la méditation. Est-ce que c'est utile de pouvoir méditer, de pouvoir faire de la pleine conscience quand on est en politique ? Alors je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui se lâchent sur un petit peu tous les sujets, le bourgmestre, les mandataires doivent vraiment pratiquer une certaine gestion mentale pour effectivement avoir une saine distance. Donc sans ça, sans cette distance, je pense qu'on ne tient pas en politique de nos jours. Mais je ne vais pas vous dire, même avec la méditation et la pleine conscience, que c'est facile au quotidien. C'est un véritable challenge, effectivement. Ouais, et comment vous vous y prenez ? Comment vous avez géré ça au début ? On prend une certaine distance, mais si on a le feu sacré et qu'on est fort de ses convictions et qu'on sait que ces convictions, on les porte et que c'est pour le bien commun, et qu'on est aussi avec une équipe qui fonctionne, on est encouragé. Et on est encouragé aussi par le feedback des habitants qui nous renvoient aussi du positif. Ça, c'est important. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en général, quand le feedback est humain, en tout cas dans le monde réel, il est souvent plus facile. Par contre, sur les réseaux sociaux ont tendance à plutôt pousser, mettre en avant ce qui est extrême, et du coup, c'est souvent ce qui est négatif qui ressort. C'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux, à Facebook, Twitter ? Comment vous appréhendez cet outil ? Alors, j'ai un Facebook, voilà, où je mets des choses plutôt positives, et je vous avoue que je ne vais pas trop regarder dans les différents sites. Mais par contre, les gens me rapportent, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et donc, vous n'allez pas lire les commentaires ? Non, je dois être au courant d'eux.
Ça, c'est normal, mais je ne suis pas, moi, à la recherche des commentaires des uns et des autres, voilà, parce qu'on en vient à interpeller le politique par Facebook, par des commentaires. Non, moi, quand on m'interroge, par exemple, par Messenger, je donne mon email, je reçois les gens, je parle aux gens. Il n'y a rien de tel, comme vous dites, que d'avoir ce contact humain. Donc, il ne faut pas rentrer dans le piège d'être enfermé dans les réseaux sociaux, qui n'est qu'une petite partie de la réalité et des réactions et de l'opinion des habitants. C'est ça, donc vous ne les utilisez pas comme outil de dialogue, mais plus comme une vitrine pour partager les informations. Si vous voulez du dialogue, il faut alors privilégier le contact humain ou par email, où vous pouvez plus développer les choses. C'est ça en gros. Quand on me fait des commentaires par rapport à un post, je like. S'il y a vraiment une question, oui, mais je ne vais pas entamer une véritable discussion. Voilà, j'ai franchement mieux à faire que de commencer à répondre à tous les commentaires. Mais parfois, il y a une question précise qu'on me pose et là, je réponds sans souci. Mais alors, ces commentaires qui s'enchaînent, surtout maintenant avec les pro-good move, les contre-good move et tout, non, moi, on ne peut pas rentrer là-dedans. Franchement, comme mandataire, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. C'est de travailler sur le terrain et travailler sur les dossiers. Prendre de la hauteur, donc, par rapport à ça. Vous êtes donc bourgmestre, mais vous l'avez dit, vous êtes aussi autrice. Vous avez 2 romans à votre actif. Ça parle de quoi d'ailleurs, vos romans, qu'on vous connaisse un peu mieux ? Le premier roman est une histoire de famille, toute simple, une famille avec 4 enfants qui déménagent du côté d'une famille bruxelloise qui déménage du côté du Mont-Saint-Michel. Et on a des parents qui ont déjà un certain âge, des parents qui veulent vraiment que leurs enfants soient heureux, et les enfants, chacun avec leur personnalité, avec leur vie de couple ou à l'adolescence, ont des difficultés, ont des soucis. Et donc, c'est vraiment l'interaction avec les parents, les enfants entre eux, qui anime ce roman. Un auteur de roman, il doit créer des personnages, leur donner des intentions, un univers. Donc, ça demande à la fois une capacité d'empathie, mais aussi évidemment de la créativité, une capacité de se projeter. Ce sont des qualités utiles, j'imagine, en politique. Ça vous sert au quotidien ? Parce qu'on sait qu'un reproche qui est régulièrement fait aux politiques et qui est parfois à l'origine de la rupture entre les citoyens et la politique, c'est le manque de vision. Est-ce que cette capacité à développer votre créativité vous sert au quotidien dans votre travail politique ? Je pense que l'empathie en politique, elle est importante. Je dis toujours, il faut avoir la force de ses convictions, mais aussi le cœur à l'écoute des citoyens et puis l'humilité de parfois changer de cap ou de rectifier le tir. Donc je pense que le contact humain est effectivement très important. Quand j'écris un roman, donc j'en ai écrit un deuxième, le deuxième se passe à Jette, c'est l'humain en plein. Ce sont des romans vraiment sur les relations humaines et je me mets dans la peau de différents personnages et donc à un moment donné c'est presque le personnage qui prend vie et qui réagit, mais je suis maître de quelque part, c'est quand même moi l'écrivaine, je suis maître du scénario. Dans la réalité et en politique c'est pas du tout comme ça. On tâche de gérer, de faire avec et de voir comment avancer avec ce capital humain, parce que c'est ça la politique, hein, ce sont des hommes et des femmes, que ce soit des collègues, mais aussi les habitants. Et donc là, il y a un côté plutôt gestion et essayer d'avancer ensemble, d'essayer d'avoir de la cohésion, c'est très important pour moi, la cohésion sociale, mais c'est un défi au quotidien. Ouais. En fait, cette capacité de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de comprendre son point de vue, ça doit aider. Absolument, c'est très important. Si on ne fait pas ça, on peut être en force et essayer d'arriver en force, mais à un moment donné, quand on va aller trop en force autour de soi, c'est plutôt que des frustrations et à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment essayer d'emporter l'adhésion à la fois d'une équipe, d'une majorité au sein de son propre mouvement, mais aussi auprès des habitants. Ouais, on parlait tout à l'heure de sport extrême, de sport de combat. Est-ce que la politique, c'est un sport collectif ? Parce qu'on sait que c'est un univers aussi où les égos sont dimensionnés, pour ne pas dire surdimensionnés. Mais est-ce que le collectif joue encore en politique aujourd'hui ? La politique, c'est un équilibre entre son intérêt personnel et ses motivations personnelles, un équilibre avec aussi le collectif. Si on est trop dans l'ego, son intérêt personnel, ça ne va pas marcher. À un moment donné, ça va bloquer. Si on n'est que dans l'intérêt collectif, mais qu'on s'oublie soi-même et qu'on n'a pas de motivation, on n'a pas ce moteur qui fait qu'on va continuer en politique. Donc, il faut
ce sont en fait deux réalités qui sont liées, qu'il ne faut pas opposer, et il faut essayer vraiment d'avoir un sain équilibre entre l'intérêt personnel, ses motivations personnelles, mais aussi évidemment l'esprit d'équipe et le collectif. Dans une élection, j'imagine c'est important, l'esprit d'équipe. On ne gagne pas une élection tout seul. C'est capital. Et c'est un défi, parce qu'effectivement, chacun va vouloir avoir un maximum de voix, mais si chacun fait ça dans son coin, ça ne va pas non plus. Donc, en période électorale, il y a effectivement cette double dynamique qui est très importante, mais sans le collectif, une équipe n'est pas gagnante. Vous êtes adhérent d'un mouvement politique qui a beaucoup changé ces dernières années, les Engagés. C'est quoi le lien d'un bourgmestre avec la structure politique ? C'est faire remonter les réalités locales auprès du mouvement politique. C'est très important parce qu'on est vraiment en prise directe avec les gens. Quand il y a un problème, c'est chez nous qu'ils s'adressent, quel que soit leur problème. Alors, on n'a pas tous les leviers au niveau communal, d'où l'importance pour nous, bourgmestres et mandataires locaux, de faire monter les préoccupations des citoyens et d'expliquer voilà comment ça marche concrètement au niveau local. C'est vraiment très important d'être sur le terrain, d'être à l'écoute des gens. Et il ne faut pas opposer le politique avec les habitants. Il faut vraiment tâcher de travailler ensemble. Oui, c'est vraiment fondamental. Au quotidien, vous la sentez, cette opposition entre les citoyens et le politique ? Je la sens un tout petit peu, une petite catégorie de personnes. Mais honnêtement, en tout cas, à Gette, ce qu'on a toujours fait, c'est travailler vraiment en partenariat avec tout le tissu social, avec les associations. On est en partenariat et ça se sent, et ils le disent, on est autour de la table. Il y a plein d'initiatives, plein d'associations qui font un travail remarquable qu'on ne pourrait pas, nous, communes, faire. Et donc, on est là vraiment en partenaire. C'est fondamental. Quand on a accueilli Mathieu Perrin, le bourgmestre du village, les Bons-Villers, je lui posais la question de savoir... Enfin, j'avais un peu l'impression que le bourgmestre, il est un peu protégé de cette image négative de la politique. Lui me disait, oui, parce qu'il y a la proximité, il y a la bonhomie, il y a la sympathie. Mais attention, on est aussi en première ligne pour prendre les coups. Là où un député, par exemple, peut être davantage protégé. C'est quelque chose que vous ressentez aussi, ça ? Effectivement, d'un côté, le niveau local a le plus de légitimité aux yeux du citoyen par rapport à tous les autres niveaux. Et donc, comme bourgmestre, quand les choses vont bien, c'est agréable parce qu'on l'attribue en premier lieu au bourgmestre, mais effectivement, le bourgmestre est le catalyseur aussi de tout ce qui va mal. Même s'il n'est en rien responsable, on vient chez le bourgmestre. Il faut le savoir, et de nouveau, c'est une question de prise de distance, de voir ce qu'on peut faire, ce qui nous appartient, et puis il y a une partie, voilà. De toute façon, il y aura toujours des mécontents, ça fait partie du job, sinon... il ne faut surtout pas être bourgmestre. Et depuis que vous êtes bourgmestre, depuis que vous avez accédé au pouvoir, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose au niveau de vos relations interpersonnelles ? Est-ce que le pouvoir change quelque chose, que ce soit dans votre chef ou dans le regard des autres ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a bouleversé un petit peu votre position au sein de vos proches ou de votre deuxième cercle ? Alors personnellement, je reste claire. Je reste vraiment la même, donc je n'ai pas eu de changement personnel ou de perception de moi et tout. Et par contre, certains maintenant me disent « Madame la bourgmestre », ils savent que j'aime pas, donc ils me titillent avec ça, Madame. Je reste claire, donc fondamentalement, la fonction est différente. Maintenant, j'ai une vue à 360 degrés. Je suis chef d'un village, d'un mouvement politique, d'une majorité, mais je reste fondamentalement la même, avec les mêmes convictions, le même feu sacré, et à toujours tâcher d'avoir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais c'est vrai que l'agenda, il est encore un peu plus rempli. On va venir à l'agenda dans la deuxième partie qui va commencer tout de suite. Mais quand même, est-ce que vous ne sentez pas, vous n'avez pas parfois l'impression que les gens s'adressent à vous de façon peut-être intéressé. Vous voyez, c'est à ça que je faisais allusion, voir si les relations interpersonnelles changeaient. C'est que vous n'êtes plus juste clair. Vous êtes clair, mais avec accès à des leviers quand même importants qui font que les gens peuvent avoir intérêt à s'adresser à vous autrement que quand vous étiez juste clair. Alors, ma boîte mail est un petit peu plus chargée qu'avant, effectivement, puisque les gens pensent qu'on va pouvoir sortir un emploi de sa poche, un logement, donc il y a de la pédagogie, donc il faut renvoyer aux structures telles qu'elles existent. Mais sinon,
par rapport aux Jettois, aux Jettoises, je n'ai pas senti tout d'un coup qu'on commençait dans un rapport de séduction parce que peut-être que je pourrais faire quelque chose. Honnêtement, ça n'a pas trop changé. D'accord. Alors, entrons tout de suite, sans attendre, dans la deuxième partie. Et donc, vous êtes bourgmestre de Jette, en région bruxelloise. Et lors de votre prestation de serment, il y a quelques mois, on vous avait vu particulièrement ému. Pourquoi ? Mais parce que mes premiers soutiens, vous allez me refaire pleurer. Mon premier soutien, c'est ma famille. Et donc, il fallait que je leur rende hommage. Sans eux, sans leur soutien, voilà, je ne serais pas là où je suis maintenant. Et donc, en l'évoquant, forcément, il y a les émotions qui reviennent. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices ? J'ai toujours tâché de veiller à ce qu'il n'y ait pas de manque et de frustration autant auprès des enfants que de mon mari. Bien sûr, en période électorale et tout, c'est plus compliqué. Mon agenda est encore plus rempli maintenant, mais je fais très attention à garder des moments rien que pour la famille, des moments en couple, que ce soit des soirées, des week-ends ou de temps en temps un petit voyage. Parce que justement, ça fait quoi au quotidien un bourgmestre de Jette ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de réunions, du travail de terrain, aller à la rencontre de tout le monde. Et ça, je trouve ça fondamental. Je ne veux pas être une bourgmestre derrière mon ordinateur, mais j'ai aussi des dizaines et des dizaines d'emails par jour. Et donc, quand on est en réunion et sur le terrain toute la journée, mais le soir, on a encore plus de 100 emails à traiter. Et donc, voilà, parfois, les soirées se terminent et les journées se terminent plutôt tard. Et est-ce que la vie de bourgmestre et d'être confronté sans doute à des tas de situations que vous n'anticipez pas, ça vous donne la matière pour un troisième roman peut-être ? Non, parce que mes 2 romans n'avaient rien à voir avec la politique, c'est un loisir et donc je ne compte pas dans mes loisirs commencer à faire des scénarios sur la politique. Non, je sépare bien les choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous devez être amené à gérer des situations parfois compliquées, notamment au niveau humain, dans les relations humaines, dans une commune, il se passe des tonnes de choses et comme vous l'avez dit, on revient toujours vers le bourgmestre. Est-ce que vous avez été confronté à des choses que vous n'attendiez pas, par exemple ? Ah, c'est clair que quand on met un plan de circulation en route avec des filtres et puis qu'on se rend compte qu'au lieu d'apaiser un quartier, on y met le feu, là je ne m'y attendais pas, moi qui voulais être une bourgmestre de la cohésion sociale. Et donc là, je passe beaucoup de temps à écouter, à essayer d'ajuster le tir et à garder cet objectif d'apaisement, mais avec les gens et pas contre eux. Ouais, mais ça c'est un bon exemple. Comment vous gérez ce dossier de la circulation et du nouveau plan de circulation dans une ville comme Jette ? Je la gère de nouveau, comme je l'ai dit, avec la force de mes convictions, mais le cœur à l'écoute des citoyens et aussi l'humilité de se dire là, peut-être qu'on a été trop fort, peut-être qu'on ne s'y est pas bien pris méthodologiquement, il n'y a pas eu assez de consultations, les gens sont réveillés un jour avec des filtres, et ça je porte et je dis, il faut pouvoir écouter et réajuster le tir, tout en gardant son objectif. Je vous ai parlé de l'écologie. Pour moi, j'étais chefine de l'environnement. Je coordonne le plan air-climat. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Mais on ne peut pas le faire contre les gens. On doit le faire vraiment avec eux. C'est ça. Mais en même temps, tout en gardant ces idées bien au clair, parce que sinon, il suffit de crier un peu fort quand les choses ne nous plaisent pas pour l'emporter. Donc, c'est un équilibre à trouver entre l'écoute et en même temps de rester attaché aux objectifs initiaux, j'imagine. Ça ne doit pas être simple, ça. Alors, je peux vous dire que ma boîte mail est encombrée des pro-good move et des contre-good move. Donc, il n'y en a pas un qui a crié plus que l'autre. Hein. Donc, à ce niveau-là, on était vraiment entre deux feux. Et c'est pour ça que la position que nous avons prise est une position de juste milieu. Mais, de nouveau, c'est important d'avoir ces objectifs, mais de le faire vraiment avec les gens. Parce que sinon, on crée une opposition. Et sans adhésion, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut garder son objectif, effectivement, mais peut-être que les moyens et que la méthodologie doivent être revus. Ce type d'embarras de circulation, c'est quelque chose que Mathieu Perrin ne doit pas gérer, a priori, dans son village au Bonvillers. Quelles sont les autres différences entre un bourgmestre, les spécificités d'un bourgmestre dans une zone urbaine ? Quels sont les grands défis auxquels vous devez faire face ? Alors, on a un défi de vivre ensemble, qui est très important. Comme je vous disais, je suis attachée à la cohésion sociale. Et donc, il faut vraiment faire du travail de terrain et aussi avec les associations, c'est très important. Donc, il y a ce côté
clivage de plus en plus important, mais surtout les pro-vélo, les pro-voitures, les anti-vax, Voilà, donc ces clivages exacerbés par les réseaux sociaux, il est là. Et donc, c'est un véritable défi pour se dire, les amis, les habitants, tâchons de vivre ensemble et de se respecter les uns les autres. Ça, c'est un grand défi. Ouais. Les politiques, souvent, ils sont accusés d'exacerber ces clivages dans des options avec des visées électoralistes. Est-ce qu'une politique centriste, justement, c'est une politique qui essaye une autre stratégie ? Effectivement, c'est mon ADN. C'est pour ça que je suis aux engagés. C'est que vous ne m'aurez jamais à opposer les uns et les autres. Allez, on va reparler de Good Move. J'ai une interpellation citoyenne au conseil communal pro-Good Move et contre Good Move. Et je leur ai dit, vous n'allez ni l'un ni l'autre être complètement satisfait par la réponse que je vais donner. Mais c'est une réponse de bon sens, c'est une réponse d'intérêt général. Et ça, sans ça, eh bien, on va une fois d'un côté, on va une fois de l'autre, on va avoir tel public, on va dire ça, tel autre public. Donc, si on veut garder une sincérité et une crédibilité, je pense qu'il est important de garder un cap. Après, on a un objectif, c'est jamais droit, hein. Il faut pouvoir ajuster le tir. Mais garder son cap et ses convictions, avoir l'adhésion des citoyens, je le répète, c'est fondamental. Ouais. Je vous ai interrompu après le vivre ensemble. Il y a d'autres défis pour une ville ? Alors oui, la densité, évidemment. La densité, elle est très importante. Du coup, de nouveau, il y a la mobilité, il y a le stationnement, il y a tout ce qui est infrastructure collective. Donc nous avons un énorme réseau de crèches. C'est aussi toute l'offre culturelle, l'offre sportive. Réseau de crèches, réseau d'enseignement, on a énormément d'écoles. Donc tout ça a un coût, l'espace public, l'aménagement. Et donc c'est vraiment un microcosme très, très condensé avec de nouveau cette notion de qualité de vie. Donc c'est aussi préserver nos espaces verts, c'est se battre contre l'élargissement du ring qui veut toucher à nos espaces verts. Il y a vraiment un ensemble de politiques qui, je pense, au niveau d'une ville, sont un peu exacerbées. Et jette à cette particularité, on dit encore de nos jours qu'on est un village dans la ville, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, et je parle de cet esprit jettois, de convivialité, de solidarité, on se reconnaît dans la rue, donc on tâche de préserver cet esprit un peu village, même si on se densifie de plus en plus. Vous avez évoqué la protection des espaces verts, racontez-nous un peu l'histoire du bois du Larbec. Vous savez certainement que la Flandre souhaite élargir le ring. Ce que nous disons depuis toujours, c'est que si on élargit, il va y avoir un effet d'appel et que de nouveau, ce qu'il faut, c'est plutôt élargir les offres de transport en commun et inciter les gens et permettre aux gens de permuter leur voiture avec d'autres alternatives qui sont efficaces. Au lieu de ça, si on élargit le ring, eh bien, on aura plus de voitures, donc plus de pollution. En l'occurrence, à Jette, on est vraiment, le ring jouxte, il y a même une petite partie qui est sur Jette, et nous avons d'un côté le bois du Larbec. Dans leur premier projet, ils voulaient élargir, et donc il y avait un tiers de ce bois du Larbec qui aurait été saccagé. Il est protégé Natura 2000, on a manifesté dans tous les sens. Maintenant, ils ont compris que s'ils voulaient élargir, c'était de l'autre côté, même si ça créera forcément une pression sur le bois du Larbec. Mais c'est aussi tout un quartier avec 4000 habitants, avec des écoles. Et donc, cette pollution, elle est déjà là. On a mis des capteurs. Donc, demain, elle sera encore plus forte. Donc, nous disons depuis tellement de temps, s'il vous plaît, on ne veut pas, nous, avoir encore plus d'inconvénients par rapport à ce ring. Je pourrais en parler des heures, avec report de trafic, etc. Et donc, on a toujours demandé d'être autour de la table, mais comme partenaire. Pas pour le moment, on parle un petit peu dans le vide, on manifeste, on fait des pétitions, voilà. Mais on demande vraiment de se mettre autour de la table, pour voir ensemble comment gérer ce problème, parce qu'il y a des problèmes sur le ring, il ne faut pas se le cacher, mais les gérer en bonne entente avec les communes limitrophes et avec les habitants. Ouais. C'est un des points qui m'intéresse par rapport à l'échelon local de la politique, c'est ce côté, on peut mener des combats très précis et les mener ensemble finalement, quelles que soient nos couleurs politiques ou notre appartenance, mais parce que on appartient à une même réalité et on comprend et on défend des objectifs communs. Ça doit être quelque chose d'assez exaltant parce que, en l'occurrence ici, les leviers n'étaient pas à l'échelon local, mais quand même, il y a cette dynamique locale qui peut se mettre en place.
Ça, c'est un des trucs qui doit faire plaisir quand on fait de la politique. Je pense effectivement qu'au niveau local, les clivages politiques gauche-droite, centre sont moins exacerbés et qu'il y a moyen de se mettre d'accord vraiment sur des projets concrets qui vont augmenter la qualité de vie des habitants sans avoir ce clivage. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile. Parfois, les clivages reviennent, mais sinon, il y a énormément de projets quand même où on est ensemble, on est d'accord pour avancer dans telle ou telle direction. Et il n'y aurait pas moyen de fonctionner comme ça, l'échelon régional ou fédéral ? En tout cas, est-ce que c'est pas un peu ce que portent les engagés comme message ? Alors, on a une offre politique. On ne peut pas empêcher les gens d'être plus sensibles à un parti libéral, à la libre entreprise, aux libertés, d'en avoir d'autres plus sensibles à la défense des travailleurs. Et on ne peut pas empêcher, ça s'appelle la démocratie. Et nous, effectivement, ce qu'on dit, il faut les deux. On va pas les opposer. Si on les oppose, ça va pas marcher. Si on veut une société ce qui se passe pour le moment de développement dans la Vivaldi, par exemple, tout est paralysé. Et ça part effectivement dans tous les sens. Donc nous, on est effectivement persuadés qu'il y a moyen d'avancer ensemble, mais pour ça, il faut se mettre réellement autour de la table. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu des compromis où, on accepte ça, mais alors ça. Donc voilà, c'est aussi la Belgique. On doit composer avec énormément de partis, avec deux communautés, avec aussi la communauté germanophone. Donc voilà, c'est un pays où c'est particulièrement compliqué, effectivement. C'est quoi No Impact Jet ? No Impact Jet, c'est pas facile à dire d'ailleurs. No Impact Jet, c'est un projet que j'ai initié il y a pas mal d'années et qui vient de la lecture d'un livre, No Impact Man, qui était un New-Yorkais, qui a essayé pendant 1 an, vivant dans un building à New York, pendant 1 an de vivre sans avoir aucun impact au niveau environnemental. Ce bouquin m'a passionné, mais il a été très loin dans sa démarche au niveau alimentaire, au niveau énergie, déplacement. Et donc je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose à Jette par rapport à ça. Je ne voulais pas le faire seul avec ma famille. Et donc, j'en ai parlé à mon super service développement durable environnement. Que pensez-vous si, tous ensemble, nous, avec les ménages, on se lançait dans un programme ? J'ai vu le regard et le sourire s'illuminer sur le visage des fonctionnaires. Et c'est comme ça qu'est parti ce projet où on a eu 50 ménages. L'année suivante, encore 50. Et donc, il y a eu cette une sorte dynamique. De télé-réalité sans télé. Absolument, on a eu plein d'ateliers, on pouvait choisir toute une série d'actions dans les différentes thématiques, c'était vraiment passionnant. Il y avait ce côté entraide, on ne se jugeait pas les uns les autres. Et puis, il y a aussi le fait d'emporter l'adhésion de la famille, qui n'est pas nécessairement facile, mais c'était les échanges aussi, c'était aussi ça qui était très enrichissant, c'était les échanges que nous avions de nos expériences, comment ça se passait à la maison, et puis qu'est-ce qu'on avait essayé de faire et tout. Et donc, moi, j'ai quand même assez fort changé ma manière de vivre, en tout cas à la maison, et voilà. Plus de sobriété ? Alors, j'ai jamais été très consommatrice et tout, mais c'est une manière de consommer qui est aussi différent. Donc, moi, j'ai toujours mes sachets quand je fais les courses. Je suis toujours à vélo, en tout cas à Jette. J'ai une voiture, mais je suis toujours à vélo. Et puis, il y a l'alimentation aussi qui a changé. Donc, c'est quelque chose... voilà, on en est à un seul sac blanc tous les 3 mois à la maison. Avant, c'était 1 par semaine, donc maintenant, c'est 1 tous les 3 mois. Il est dehors, parce que après 2-3 mois, surtout en été, c'est compliqué. Mais voilà, je ne pourrais plus vivre autrement maintenant. Et politiquement, qu'est-ce que vous avez retiré de l'expérience ? En fait, c'est un projet vraiment très réjouissant parce qu'il y a une dynamique et ce n'était pas juste nous. On a construit ça ensemble avec l'enthousiasme des familles. Donc moi, j'en ai retiré énormément de plaisir, vraiment, vraiment. Et c'était l'esprit aussi du programme. On n'est pas là pour se sobriété et se dire la vie, on va plus faire ça, plus faire ça. Non, on tâche de changer des comportements et chacun à sa manière dans un mouvement collectif. Et c'est ça qui était génial et qui continue à l'être. L'énergie collective, à nouveau, c'est ce qui peut apporter l'exaltation et du changement. Et du changement. Tout à l'heure, quand vous avez évoqué votre famille, on a vu dans vos yeux à quel point c'était important. Mais vous nous avez dit aussi que vous faites beaucoup de sport, que vous écrivez des romans, que vous faites de la méditation. À un moment, moi, je ne comprends pas. Comment vous faites ? En fait, vous êtes 2, vous avez une sœur jumelle. Comment vous rentrez tout ça dans une semaine de 7 jours ?
Donc maintenant, les romans, voilà, j'étais échevine. Ici, je n'avais pas le temps, donc je dois mettre des priorités. Donc les priorités, le sport, oui, je fais du vélo, mais de nouveau, c'est réduit à sa portion congrue. La méditation, la pleine conscience, ça c'est important parce que ça, c'est pas... oui, il y a des moments spécifiques, mais c'est aussi une manière d'être. Et donc, quand je parlais de gestion mentale, c'est important aussi de se centrer, de voir, tiens, qu'est-ce qu'on ressent et pas être dans la réaction, surtout en politique, si on est mu par les émotions, ça va pas, mais il faut accepter ses émotions et puis après prendre une saine distance et voilà, et voir comment agir. Il y a pas mal d'acteurs politiques que vous pourriez coacher, je pense, par rapport à ça. Voilà, ces propos vous appartiennent. Je n'ai pas, mais enfin, je donne aussi quelques petits cours en la matière, mais ça c'est tout à fait privé. Mais c'est aussi dans l'échange que ce genre de choses est important, mais je dois reconnaître que maintenant, mon emploi du temps, il est quasi minuté. Parce qu'il y a aussi la famille, et donc j'ai rarement un temps où, voilà, je me dis, je ne fais rien. Ouais, parce que le bourgmestre, on le sait, il y a tout son travail de bourgmestre, mais il y a aussi tout ce qui est représentation, les inaugurations, les fêtes de quartier, tout ce genre de choses. À quel point ça prend de la place, ça, dans votre quotidien ? Est-ce qu'on peut s'en passer de ça ? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Hier, je fais par exemple le tour de toutes les écoles avec tout le corps enseignant et ça m'alimente. Je leur dis, voilà, moi je dois m'imprégner de votre vécu. Et c'est vraiment très important. Et donc, quand on va sur le terrain, c'est là qu'on écoute les gens, c'est là qu'on est au plus près des réalités. C'est pas derrière son bureau où on traite les emails. Ça doit aussi se faire, les réunions doivent aussi se faire. Mais si on ne s'alimente pas, on ne s'inspire pas et on n'est pas en contact direct avec la population, pour moi, on rate son rôle de bourgmestre ou de mandataire local. Ouais. C'est ça la différence entre un animal politique et un expert. Finalement, on parle parfois de donner plus de pouvoir aux experts, de leur laisser davantage les commandes. Mais ils ont ce côté peut-être trop déconnecté, là où le politique doit faire la synthèse entre ce qu'il capte sur le terrain et l'analyse des experts. Je n'ai pas envie d'opposer politique-expert. Je pense que le politique a besoin de s'alimenter des experts, mais le politique, on est dans une démocratie, c'est lui, in fine, qui prendra les décisions. D'où l'importance, effectivement, de sentir la population. Alors, pas de toujours aller dans le sens de la population, mais on est dans une démocratie représentative. Mais si on fonce tête baissée sans tenir compte des réactions et de comment les gens, alors qu'on est là pour leur bien-être, finalement, si c'est pour apporter plus de mal-être, c'est pas l'objectif non plus. Donc, il y a un équilibre à avoir. Mais je n'opposerai pas, mais c'est vrai qu'on est dans une démocratie représentative et on doit tenir compte de l'avis d'experts. On doit s'alimenter aussi intellectuellement par rapport à toute une série de dossiers, c'est important. Donc vous l'avez souligné au moment de votre prestation de serment, vous êtes donc devenue bourgmestre, mais vous êtes avant tout une femme. Une femme bourgmestre, ça reste assez rare. Sur 19 bourgmestres bruxellois, seulement 5 sont des femmes, et c'est déjà mieux qu'avant. Qu'est-ce qui reste comme barrière aujourd'hui pour l'épanouissement des femmes en politique ? Une première barrière, c'est que ça reste une donnée statistique. Les femmes s'occupent plus encore du ménage, de la vie familiale que les hommes. Et donc, elle va se poser d'emblée la question, est-ce que mon engagement politique, si j'y vais, si je me lance, ne va pas être au détriment de ma famille ? La deuxième barrière, on reste encore, même si ça évolue positivement, dans un monde plutôt dominé par les hommes, ce qui fait que dans un groupe, quand il y a une minorité, elle doit d'autant plus montrer faire ses preuves pour qu'on se dise « Ah oui, ben elle est valable et tout ». Donc, il y a ce côté challenge qui est peut-être un petit peu plus important pour les femmes. Donc, elles doivent à la fois avoir un équilibre personnel, avoir l'engagement, avoir les convictions et bosser. Ouais. Vous voulez dire qu'une femme ne reçoit pas un crédit naturellement, elle doit aller le chercher, elle doit le gagner aux yeux des hommes ? En politique ? Je ne dirais pas ça. Et je n'ai pas envie de tomber non plus dans la caricature. Les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Il y a des sensibilités différentes. C'est vraiment chouette maintenant qu'on se retrouve à 5, parce que, voilà, se retrouver 1, 2 sur 19, c'est quand même compliqué. Donc, il y a une émulation positive. Et surtout, je dis, ça donne le message aux femmes que, oui, c'est possible. On peut s'engager en politique. Et donc, je dis à toutes les femmes, bienvenue en politique. Est-ce qu'en tant que bourgmestre, on se sent parfois sous-exploité
au niveau politique. Je fais référence à la politique régionale ou fédérale. Vous disiez tout à l'heure que votre rôle, c'est de faire remonter l'information, la sensibilité du terrain. Est-ce qu'on l'exploite assez, cette sensibilité du terrain, où vous vous dites parfois, en fait, on a là un potentiel qu'on n'utilise pas assez en politique? Quand vous posez cette question, je ne peux pas m'empêcher de penser au débat du décumul entre les bourgmestres et les députés régionaux. L'avantage d'avoir des bourgmestres au sein de cette enceinte parlementaire, c'est qu'effectivement, les bourgmestres, comme je le disais, eux, ils ont cette réalité locale. Et donc, à côté de grands principes, ils sont là pour amener vraiment de la chair. Et donc, on va perdre ce lien. Du coup, le défi, effectivement, d'autant plus grand de pouvoir faire remonter. Alors, on a une conférence des bourgmestres qui est pour le moment une enceinte qui est informelle, conviviale, où on donne ses avis, mais ce n'est pas structuré. Est-ce que ça doit l'être? Là, je ne me positionne pas. Mais donc, c'est un challenge, effectivement. Je débarque comme bourgmestre, donc je n'ai pas envie de commencer, je ne suis pas assez écoutée. Mais c'est vrai que notre rôle, c'est aussi de faire remonter les préoccupations. On va finir, Claire Van de Viereux, comme on a commencé, avec 3 questions directes. Où est-ce que vous pensez que vous avez le plus de pouvoir? Au conseil communal ou au conseil de famille? Conseil de famille à la maison? Ouais. Les deux. La politique, c'est le monde du compromis. Mais si vous aviez le droit de faire aboutir un dossier, n'importe lequel, à quelque échelon que ce soit, sans devoir y changer une virgule, ce serait quoi? Peut-être réaménager le ring, mais sans augmenter la capacité des voiries. Et puis aussi avoir des survols pas intempestifs au-dessus de Bruxelles et au-dessus de Jette. La politique, c'est une carrière. Est-ce que c'est une carrière, la politique? Pas nécessairement. Et sinon, alors, vous ferez quoi après la politique? Je ne sais pas. En tout cas, je lèverai le pied, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai le feu sacré. Je suis bourgmestre depuis quelques mois, donc je ne suis pas là à me dire, rassurez-vous, qu'est-ce que je ferais bien d'autre. Non, je suis en plein dans mon mandat et je le fais avec cœur et passion. Merci, Claire Van de Viereux. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire part de votre avis, de votre sentiment ou de vos idées. À bientôt!